L'armée malienne avance à grands pas vers Kidal, assurance donnée par l'état-major général des armées. La position des groupes armés terroristes est dispersée grâce à la conjugaison des forces aéroterrestres des forces armées maliennes. Des nouvelles des dernières 48 heures sur les actions des FAMA dans ce journal. Les communautés du Nord parlent de paix et affirment leur soutien à la transition. Ils étaient plus de 400 personnes au CICB à la faveur de la journée d'engagement patriotique pour le vivre ensemble, l'unité nationale. Rendre accessibles les manuscrits anciens du Mali à travers l'éducation nationale, c'est le sujet d'intérêt de la chronique Culture et Société de ce soir. Ces œuvres aux valeurs inestimables devraient être connues de tous, selon Dr Mohamed Diagaïté, directeur général de l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Hakim Soul à l'état civil, Ibrahim Guindo est l'invité de ce 20h, initiateur de Mali Mode Show. Il va nous parler de cet événement qui prend fin ce soir. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Hakim Soul. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'être là. Je reviens vers vous dans quelques instants. Avec plaisir. Conformément à leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, les FAMA progressent avec un remarquable professionnalisme vers Kidal. Elles disposent de ressources nécessaires, y compris la réserve d'emploi de force pour l'atteinte des objectifs et minimiser les dommages collatéraux. Retour sur les faits durant ces dernières 48 heures avec Ibrahima Traoré. Lueur d'espoir sur Kidal avec l'opération stratégique des FAMA en cours dans leur mission régalienne de sécurisation de l'ensemble du territoire et de protection des personnes et de leurs biens. La progression s'est accélérée hier samedi. Les FAMA brisent d'abord la ligne défensive dressée par les groupes armés terroristes. Des actions aéroterrestres combinées permettent ensuite de mettre en débandade les terroristes. L'état-major général des armées communique en précisant que la progression des FAMA sur la localité de Kidal sera menée à bien. La hiérarchie militaire rassure également que chaque étape de cette opération est soigneusement planifiée pour minimiser les risques pour la population civile, puisque la sécurité et le bien-être des citoyens demeurent une priorité absolue. Ce dimanche, se sont poursuivies les opérations visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal. Vers 13h, l'état-major général des armées annonce des avancées très significatives avec la conjugaison des forces terrestres et aériennes des FAMA qui a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes, précise le communiqué. Les opérations FAMA continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Les populations de la région de Kidal sont appelées au calme. La situation est sous contrôle des FAMA et les opérations continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et alentour. Voilà, les FAMA progressent activement vers Kidal. Rendons-nous à présent à Nara où le climat sécuritaire s'améliore de plus en plus. Cela grâce aux efforts des autorités régionales et des FAMA. De nombreuses actions sont menées pour maintenir ce climat d'assurance. Une synergie d'actions est vivement sollicitée. Reportage Idrissa Keita. Nara est une ville où le climat sécuritaire rassure de plus en plus si le cas de braquage, de vol, d'enlèvement de véhicules était une monnaie courante. Il diminue de jour en jour, toute chose qui crée les conditions favorables pour la reprise des activités socio-économiques, dont la tenue régulière de la foire hebdomadaire et du marché à bétail par la population de Nara. Avant, on vivait dans la psychose, mais présentement, ça commence à aller, honnêtement. Aujourd'hui, quand même, on peut dire la quiétude règne à Nara. Les gens vaguent quotidiennement à leur occupation. Les commerces sont là, les marchés sont remplis comme il faut. Chaque lundi, et puis chaque jour aussi, les gens vont au marché et revenir. Alhamdulillah, vraiment. Et les services sociaux de base accompagnent cette ambiance avec leur présence afin de satisfaire les besoins vitaux des citoyens. Pour preuve, dans plusieurs écoles, le cours se déroule normalement. Il n'y a pas d'inquiétude sur le terrain qui nous handicape de circuler librement pour aller dans tel lieu ou telle localité. Parce que nous parvenons à joindre, même à animer des cours d'attrapage, que ce soit les centres, les CA, les centres d'apprentissage des maîtres. Ça se fait normalement à Nara comme dans les autres localités. Et en même temps aussi, dans les examens de fin d'année, on n'a pas constaté dans ces 2 années précédentes
des choses qui peuvent vraiment montrer une mauvaise image des Nara. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que sur ce plan-là, que ce soit au DF, que ce soit au BAC, Nara n'a eu aucun problème. Que ce soit au niveau CESCOM, que ce soit au niveau du centre de santé de référence, personne ne s'est déplacé. Tous les agents sont sur place et puis les services sont offerts à l'endroit de la population. On est sollicité aussi. Ce qu'on entend de loin, ce n'est pas ce qu'on vit sur le terrain. Des progrès rendus possibles grâce à la volonté affichée des autorités régionales, une volonté soutenue par les forces de défense et de sécurité dont la mission demeure la sécurisation des personnes et de leurs biens. À notre arrivée, l'insécurité battait son plein. C'était des enlèvements de véhicules sur les routes principales. C'était des femmes qui étaient empêchées d'aller faire les activités quotidiennes et c'était les éleveurs qui étaient menacés avec leurs animaux en brousse. Mais avec les actions qu'on a pu mener, des actions de plaidoyer auprès des autorités des forces de défense et de sécurité, la région a pu obtenir des renforts au niveau de l'armée, au niveau des forces de sécurité. Ce qui a permis de réduire drastiquement l'action des groupes armés et terroristes. Au regard de cette avancée sécuritaire profitable à la population de Nara, les autorités veillent nuit et jour et des mesures sont prises pour renforcer davantage la sécurité. Il est important encore de renforcer les acquis qui ont été obtenus par les forces de défense et de sécurité et en plus opérationnaliser les unités qui ont été déjà créées au niveau de la garde nationale, au niveau de la gendarmerie nationale et de la police. Donc avec l'opérationnalisation de ces nouvelles unités, il y aura un maillage sécuritaire important de l'ensemble de la région, ce qui nous permettra vraiment d'endiguer totalement l'insécurité dans notre région. Ces efforts des femmes doivent être accompagnés et soutenus par la population, dixit le gouverneur de Nara. La sécurité, chacun a sa partition à jouer, y compris les populations civiles. En quoi faisant? En donnant les informations à temps utile sur toute activité hostile dans leur localité, de les transmettre aux autorités, soit les maires, les chefs de village, les responsables de forces de défense et de sécurité, mais en toute discrétion pour ne pas eux-mêmes se mettre en insécurité. Le gouverneur exhorte la population de Nara à la vigilance pour mieux gérer les rumeurs, les fausses alertes, car Nara reste une région fréquentable et Dr-Colonel-Major Amara Doumbia s'est dit confiant quant au maintien de ce climat d'apaisement retrouvé pour le bonheur de la population. Ici, à Bamako, plus de 400 participants, dont des légitimités traditionnelles et leaders communautaires du nord du Mali, se sont réunis ce dimanche à Bamako pour parler de paix et réaffirmer leur soutien à la transition. C'est à la faveur de la journée d'engagement patriotique et de vivre ensemble l'unité nationale et de soutien à la transition. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre en charge de la réconciliation, Aliou Abdoulaye Touré. Nous sommes obligés de soutenir l'État, de renforcer l'autorité de l'État, parce que sans l'autorité de l'État, il n'y a pas d'autorité de légitimité traditionnelle. Donc nous nous engageons patriotiquement à soutenir la transition et surtout à soutenir nos forces de défense et de sécurité. De la dizaine d'intervenants, ces propos d'Al-Hassan Ag Ahmed de la communauté Imirad et allié d'André Boukan suffit à lui seul pour réaffirmer le soutien et l'engagement de la plateforme des légitimités traditionnelles et coutumières du nord du Mali à l'autorité de l'État et à la transition. Les bien fondés de la création de cette plateforme découlent de l'impérieuse nécessité de mutualiser les efforts et parler d'une seule voix dans un contexte difficile pour notre parti. Cette journée patriotique et républicaine va nous permettre non seulement d'approfondir une vision commune sur la situation actuelle dans le nord du Mali, et particulièrement la situation conflictuelle à Kidal, mais aussi dans un élan patriotique et corroborer notre soutien à la transition dans son processus de refondation en cours. Si cher à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Engagement patriotique et républicain pour le vivre ensemble et l'unité nationale du Mali, c'est autour de ce thème que les légitimités traditionnelles et coutumières du nord du Mali ont appelé au dialogue pour construire la paix. Nous ne pouvons pas permettre que les efforts incommensurables consentis par nos ancêtres
pour bâtir l'une des premières nations de l'Afrique noire soit anéantie par des folles ambitions nourries par des individus au service de nos pires ennemis. La cérémonie d'aujourd'hui n'est donc pas un éveil de conscience de légitimité traditionnelle. Elle est une réponse, un écho aux efforts incommensurables du chef de l'État, du gouvernement et de tous les organes de la transition pour sauver l'unité nationale, l'intégrité de notre territoire et les vivre ensemble. La violence n'a jamais engendré que la haine, qui à son tour ne produit que ruine et désolation. Nous nous engageons à promouvoir l'usage de l'arme la plus efficace, qui est celle du dialogue et de la concertation. La déclaration d'engagement de la plateforme est lue par son porte-parole. Réitérer et réaffirmer avec force et conviction notre entière appartenance à la République du Mali unie dans sa diversité à la forme républicaine et laïque de l'État. Réaffirme notre soutien indéfectible et notre reconnaissance à l'infatigable ministre de la Paix, de la Réconciliation et la Cohésion nationale dans le processus de mise en œuvre de l'accord. J'ai nommé le colonel-major Ismaïl Ouagui. La paix, ce seul combat qui vaille, est un rendez-vous auquel le ministre Ouagui est venu témoigner son engagement. La table de discussion est là, les mains sont toujours tendues, il y a autre moyen de s'exprimer que par les armes. Je profite de dire aux autorités et légitimité traditionnelle coutumière que vous êtes, en général, et du Nord en particulier, de vous impliquer davantage pour expliquer aux communautés que l'État est à côté d'elles et expliquer à nos frères qui sont dans une dynamique d'incompréhension avec nous, de se remettre en phase avec l'État pour le bien-être des communautés qu'elles sont supposées représenter et défendre. Une séance de bénédiction pour l'unité des cœurs et des esprits, un Mali uni et prospère, a mis fin à la journée. La célébration de la Journée africaine de la jeunesse continue, magnifiée chaque 1er novembre à la Direction nationale de la jeunesse. Elle a été commémorée par les jeunes à travers un investissement humain. Le point avec Abdul Karim Kaba. Les jeunes du Mali se sont investis à travers des ateliers dans la cour et les bureaux de la Direction nationale de la jeunesse. Cet investissement humain, dans le cadre de la Journée africaine de la jeunesse, vise à assainir le cadre de vie et de travail de cette direction. C'est pour montrer qu'il y a des choses que l'on peut faire et qu'on peut faire parce que nous avons des ressources qui sont existantes et nous pouvons les utiliser. Je dis, vous voyez, il y a une grande partie de la jeunesse ici et de l'administration et ils sont en train de repeindre le bâtiment de la Direction nationale de la jeunesse, mais ce n'est pas que ça. Parce qu'il y a certains qui ont des expériences, des qualifications au niveau du froid, qui sont en train de s'occuper des climatiseurs, de tout ce qui est froid à l'intérieur. Donc selon les spécialités de chacun, chacun travaille dans son domaine et c'est de façon bénévole. C'est pour magnifier la Journée africaine de la jeunesse, tout en réunissant la jeunesse pour un objectif commun. Aujourd'hui, nous sommes en train de combiner deux événements en même temps, c'est-à-dire qu'il y a l'axe 1, jeunesse et citoyenneté face au Barane Dioro. Ça, c'est vraiment l'investissement humain et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que l'après-midi, avec le sport, on est dans l'axe 3 avec le sport citoyen. Donc vraiment, on combine un peu tout. Pendant toute la journée, les différents ateliers ont regroupé les jeunes dans la joie, la paix et le vivre ensemble. L'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, Amadou Opa Thiam, a fait une déclaration à la tribune de la conférence générale de l'UNESCO. Nous allons l'écouter un peu plus tard. Hier samedi, la journée nationale des légitimités traditionnelles a été célébrée partout au Mali. Ensemble, suivons comment la dite journée a été commémorée dans les régions de Koulikoro, Koutiala, Douanza, Nara et Nioro. Les nombreux défis du monde contemporain nous commandent d'arrimer nos politiques et stratégies en faveur d'une paix à laquelle forment l'éducation, la science, la culture et la communication, piliers de notre organisation. De même, notre action commune diplomatique est un levier important à la préservation des acquis. De manière plus spécifique, la diplomatie culturelle constitue un outil capital à la promotion de la paix, de la sécurité, au brassage des populations, des cultures. Dans cette dynamique, le Mali a consacré le 21 janvier 2023 la session inaugurale de la rentrée diplomatique à l'apport de la culture au service de l'action extérieure, au service de la paix et du développement.
Mesdames et Messieurs, au cours des travaux thématiques, la délégation du Mali participera de manière constructive, notamment en formulant des recommandations sur les différents domaines couverts par le mandat de l'UNESCO. Ainsi, en matière d'éducation et de sciences, il s'agira entre autres de recommandations relatives à l'appui des États dans le renforcement de leurs capacités et de réformes curriculaires. Il s'agira également du renforcement de l'enseignement de la science, particulièrement pour les filles, et de l'amélioration de la qualité des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que du développement des compétences à l'ère du numérique. Le Mali est disponible pour partager son expérience et son expertise en matière robotique, y compris dans le cadre de partenariats à nouer avec le Centre de l'intelligence artificielle et de robotique au Mali. Dans le domaine de la culture, nous accorderons une attention particulière à la mise en œuvre de la Convention de 2005 portant protection et promotion de la diversité des expressions culturelles. Il est tout aussi important pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique, de voir restituer les biens culturels au pays d'origine. La délégation du Mali s'emploiera en outre à appuyer le processus d'implémentation de la politique de gestion, de conservation, de valorisation et d'exploitation des manuscrits des États membres. Vous l'aurez compris, c'était là l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, Amadou Opatiam, qui a fait une déclaration à la tribune de la conférence générale de l'UNESCO. L'ambassadeur du Mali en Colombie, avec résidence à Brasilia, Ibrahima Diallo, a présenté ses lettres de créance au président de la République de Colombie, M. Gustavo Petro Orrego. C'était lors d'une cérémonie solennelle au palais de la présidence colombienne, en compagnie de 14 ambassadeurs, dont 3 Africains. L'ambassadeur Diallo, tout en assurant sa disponibilité à œuvrer pour le renforcement des relations entre nos deux pays, a transmis au président Petro les salutations fraternelles et d'amitié de son homologue, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que celle du peuple malien au peuple colombien. La célébration, je l'annonçais plus tôt, de la journée africaine de la jeunesse. Nous allons plutôt parler hier de la journée nationale des légitimités et traditionnelles qui a eu lieu hier. Elle a été célébrée partout au Mali. Ensemble, suivons comment la dite journée a été commémorée dans les régions de Koulikoro, Koutiala, Douanza, Nara et Nioro. À Kalabankoro, pour commencer, la journée des légitimités traditionnelles a été célébrée. Une célébration mise à profit pour mieux édifier sur le rôle et le système de gouvernance de ces légitimités traditionnelles dans la gouvernance des communes. Même exercice à Kati. L'association L'Alliance Mali-Tanien, en collaboration avec la préfecture de Kati, a magnifié la journée consacrée aux légitimités traditionnelles à travers une rencontre, au cours de laquelle le thème national, à savoir le rôle et la place des légitimités traditionnelles dans le règlement des conflits, a été largement débattu. Idem en Nzombougou, où les différentes chefferies traditionnelles et coutumières étaient au rendez-vous pour célébrer la 2e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Une journée instaurée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, une manière pour lui de magnifier ses légitimités traditionnelles. Enfin, la journée des légitimités traditionnelles a été célébrée dans le cercle de Markala, dans la région de Ségou. Ici aussi, la place des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits a été mieux expliquée au cours de cette rencontre organisée pour la circonstance. Voilà, c'était là plutôt la célébration de la journée des légitimités traditionnelles en brève. Nous allons à présent à Sikasso, plus de 16 milliards de francs CFA. C'est le budget primitif 2024 de la collectivité région de Sikasso. Un budget dévoilé ce vendredi lors de l'ouverture d'un débat public. L'enveloppe servira à la réalisation d'infrastructures, à la gestion durable des ressources naturelles, la formation professionnelle, entre autres. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. Ils sont préfets des 7 cercles de la collectivité région de Sikasso, chefs de services régionaux, représentants des projets de développement et de la société civile, à prendre part à ce débat public relatif au budget primitif 2024 du Conseil régional, un exercice de gouvernance exigé par le Code des collectivités territoriales qui précède le vote du budget primitif. Le projet du budget primitif 2024 est arrêté à la somme de 16 milliards
800 381 063 francs CFA. Les ressources sont constituées entre autres de ressources propres, dotation de l'État, subvention des partenaires. Les grands chantiers de l'année 2024 seront focalisés sur, entre autres, la formation professionnelle et insertion, la promotion d'une économie régionale performante, la réalisation d'investissements structurants et productifs. Les temps forts de la rencontre sont la présentation du projet de budget primitif et la communication sur les investissements réalisés par le Conseil régional en 2022. Des investissements parmi lesquels des aménagements hydro-agricoles dans les pôles de Sikasso, Bougouni et Koutiala, la dotation des centres de santé en équipement, la réalisation des adductions d'eau et la construction des sièges des futurs conseils régionaux de Bougouni et Koutiala. Ce budget est d'une importance capitale car il détermine les orientations et les actions qui seront mises en place au cours de l'année à venir pour le développement de la région de Sikasso. Je me réjouis de cette initiative qui sans doute contribuera à renforcer la communication, la confiance et le dialogue autour des activités du Conseil régional de Sikasso. Le débat public relatif au budget primitif 2024 du Conseil régional de Sikasso sera sanctionné par des recommandations. Restons à l'intérieur du pays. Le lycée public de Mopti porte désormais le nom de l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré. La cérémonie de baptême a eu lieu hier dans l'enceinte de l'établissement. Bemba Sibi, Souleymane Tepsougui. Le blé et la reconnaissance ne poussent qu'en bonne terre, dit un proverbe allemand. Eh bien, la terre natale de Amadou Toumani Touré vient de graver une fois de plus son nom dans l'histoire de la ville en baptisant le lycée public lycée Amadou Toumani Touré de Mopti. Cette cérémonie de baptême du lycée public de Mopti qui portera désormais son nom, lycée Amadou Toumani Touré de Mopti, est un autre jour mémorable plein de signification. Le choix du nom de cet illustre disparu n'a rien de hasard. Nous avons à la fois voulu immortaliser l'homme et le rendre hommage en vertu de son passage élogieux à la tête de notre pays. Au nom de Mme Touré Lobo Traoré, je voudrais en cette circonstance mémorable adresser mes sincères remerciements pour cette marque d'estime et de considération à l'endroit du président Amadou Toumani Touré dans la ville qu'il a vu naître. De tous les qualificatifs que lui ont donnés ses contemporains, celui de l'enfant prodige de Sourou Baba était un de ceux qu'il affectionnait en particulier. Amadou Toumani Touré est décidément l'homme de novembre. Né un 4 novembre 1948, arraché à notre affection le 10 novembre 2020, Mopti fait porter son nom au lycée que lui-même a fait construire aussi en novembre. Immortaliser ce grand homme à travers son nom donné au lycée, c'est immortaliser les grandes œuvres qu'il a réalisées. Parmi toutes ces œuvres, moi je citerai seulement le barrage Seuil de Talo, le Seuil de Djéné Souala, les logements sociaux, l'assurance maladie obligatoire, mais aussi et surtout l'éradication du ver de Guinée. Nous voici enfin réunis pour honorer la mémoire de son Excellence Amadou Toumani Touré, homme de conviction et de caractère, ancien chef d'État du Mali, militant convaincu de paix et de consensus qui a marqué la nation malienne de son empreinte. La cérémonie de baptême a été marquée par la remise de 20 ballons de football et de basketball et 2 jeux de maillot par l'amicale des anciens élèves de l'école normale secondaire de Badalabougou. L'assistance a eu droit également à un sketch des élèves du désormais lycée ATT, la prestation de Djina Dogon, de l'orchestre Kanaga de Mopti et l'artiste Koko Dambélé. Je l'annonçais dans le sommaire, ce soir nous recevons comme invité Ibrahim Guindo, dit Hakim Soul. Il est entrepreneur, manager de AS Agency. Bonsoir Hakim Soul. Bonsoir. Alors première question, vous le savez, l'actualité aujourd'hui c'est la progression des pharma vers Kidal. Vous n'êtes pas là bien sûr pour parler de cela, mais en tant que Malien, est-ce que vous avez un message à l'endroit des pharma, mais également à l'endroit de nos sœurs frères qui sont dans la 8e région? Alors en tant que Malien, je suis très heureux de cette nouvelle. Comme message à l'endroit de nos pharma, ce sera surtout un message d'encouragement, ce sera un message de soutien, mais surtout un message de reconnaissance
pour tout ce que ces hommes et femmes font pour leur nation. Et à l'endroit, et j'ai envie de dire à nos frères et sœurs du Nord de tenir bon. Et j'ai aussi également envie de saluer leur courage, leur résilience, et en terminant par un vœu, afin que le Mali puisse retrouver sa paix et sa quiétude. Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Alors, vous êtes entrepreneur, mais est-ce que vous êtes également créateur, styliste, modéliste, artiste? Comment vous vous définissez? Je me définis comme un entrepreneur depuis une dizaine d'années maintenant. Un entrepreneur qui évolue dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la communication, dans le domaine de la production d'événements, mais aussi et surtout dans le domaine des arts et de la culture, en mettant en place des initiatives, des projets de formation, de promotion au profit des acteurs des domaines cités. Vous êtes très polyvalent, tout terrain. Exactement. Alors, sur votre page, vous dites que vous fusionnez la production, la culture et les médias pour impacter. Expliquez-nous comment vous faites. Alors, dans la réalisation de tous les projets que nous mettons en place, que ce soit les projets de formation, que ce soit les événements que nous produisons, ou que ce soit le simple accompagnement des clients de notre entreprise, il y a des valeurs très chères à nos yeux, notamment des valeurs de développement, mais surtout la création de valeurs dans tout ce que nous faisons. Nous sommes très portés vers l'innovation, nous sommes très portés vers la créativité et dans toutes ces actions-là, ce qui est primordial pour nous, c'est le développement de la jeunesse, c'est l'impact que nous pouvons créer dans la vie ou dans les projets de nos différents clients et de nos différentes communautés. Alors, parlons de votre événement Mali Mode Show. Le grand show, c'était hier. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu le concept. Le Mali Mode Show, c'est un événement que nous avons initié en 2018. Donc, il s'agit d'une rencontre annuelle dédiée aux amateurs et aux professionnels de la mode et également de la culture de manière générale. Donc, au fil des événements, au fil des années, l'événement s'est agrandi. Cette année, il s'est tenu pratiquement sur une dizaine de jours. Donc, pendant ces 10 jours-là, nous avons eu à mettre en place une exposition d'art, des ventes privées, des panels également, et un défilé Made in Mali. Donc, hier samedi, du coup, s'est tenu le grand show qui se définit comme le défilé international pendant la semaine du Mali Mode Show. C'est à travers cette soirée que nous invitons des designers de l'étranger pour retrouver des confrères maliens afin de pouvoir présenter des collections. Et c'est également pendant cet événement que nous recevons des personnalités du monde politique, des arts, de la culture, du divertissement et le public amateur. Alors, l'événement prend fin ce soir. Exactement. Vous pouvez déjà dresser un bilan. Nous sommes très ravis de cette édition du Mali Mode Show parce que c'était un vrai challenge pour nous, pour une jeune agence telle que AS Agency, de pouvoir tenir un festival sur une dizaine de jours, pouvoir également mobiliser le public parce qu'on avait pratiquement un événement par jour et à la fin, c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de partage et également beaucoup d'espoir pour le secteur de la mode et du design. Aujourd'hui, comment se positionnent les créateurs maliens sur le plan international? Déjà, les créateurs, nous assistons à une vraie émergence de talents maliens. Il faut le dire, que ce soit sur le plan local et également à l'international. De plus en plus de créateurs maliens arrivent maintenant à vendre sur le marché international, arrivent à faire des défilés. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est justement l'une des missions du Mali Mode Show, de pouvoir créer des plateformes pour stimuler les créateurs afin qu'ils puissent commencer à s'inscrire dans une démarche internationale en suivant des standards et des normes un peu à l'international pour qu'ils puissent commencer à s'exporter. Alors, est-ce que le Made in Mali fait vivre son homme? Le Made in Mali fait vivre son homme parce que personnellement, nous travaillons avec beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident compte tenu du contexte économique, compte tenu également des mentalités. Mais ce qui est réjouissant pour nous, c'est de voir également qu'il y a des entreprises qui évoluent, qui travaillent dans le Made in Mali et qui arrivent quand même à employer des trentaines et des cinquantaines de personnes au quotidien. Donc c'est de la création de valeur et c'est un apport inestimable pour l'économie locale.
Vous organisez des expositions, des défilés, des grands shows, des tea time, et nous voyons que vos tickets varient entre 10 000 et 25 000 francs CFA. Est-ce que le Mali s'intéresse-t-il à la mode malienne? À la fin de cette semaine du Mali Mode Show, je pense que c'est totalement une réponse à la question, parce que nous avons quand même pu réussir à mobiliser un public tout au long de la semaine, et pratiquement tous les événements se sont faits à guichet fermé. Mais ce qui est important aussi, c'est que le fait de tenir le Mali Mode Show sur une semaine, d'une part, c'est également pour diversifier les activités. Donc, autant il y a des défilés payants, autant il y a également des événements totalement gratuits, tels que l'exposition d'art, tels que les panels, tels que les échanges. Et bientôt, nous allons également penser à initier des défilés publics pour toucher le maximum de personnes. Mais il est important pour nous de pouvoir également positionner les activités que nous mettons en place. Le Mali Mode Show a une démarche, le Mali Mode Show a une vision. C'est également un concept avec un public cible, avec un modèle économique qui fait que nous fixons des tarifs. Mais l'objectif, c'est de pouvoir aussi valoriser tous les métiers derrière, parce que derrière le Mali Mode Show, c'est quand même une équipe d'une centaine de personnes, savoir les créateurs, beaucoup de mannequins, beaucoup de techniciens. Donc, ce qui fait que, compte tenu du contexte économique, afin que chacun puisse espérer vivre de son métier, nous sommes également contraints de pouvoir fixer des tickets à ce tarif-là. Mais à côté de ça, nous mettons également beaucoup d'activités en place, notamment les journées de la création, notamment le Mali Mode Academy, qui sont des activités totalement libres au public. Hakim Soul, un dernier message? C'est d'abord un remerciement à l'endroit de toute l'équipe de l'ERTM. Depuis l'élection Miss l'ERTM est devenu presque une famille pour moi. Un remerciement également à l'ensemble des médias, mais surtout aux Bamakois qui ont adopté ce nouveau format du Mali Mode Show, qui nous ont suivis pendant toute cette semaine. Et pour terminer, en leur donnant rendez-vous en novembre 2024, Inch'Allah, pour la 5e édition du Mali Mode Show. Merci. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Nous allons encore en parler. Du 3 au 12 novembre 2023, le Mali a vibré au rythme de la 4e édition du Mali Mode Show sous le thème « Osons l'audace ». Les participants, stylistes, designers et mannequins sont venus d'Afrique et d'ailleurs. Une initiative de notre compatriote Ibrahim Guindo, connu sous le sobriquet Hakim Soul. Très connu à travers le monde, Boubacar Kanouté était à la soirée. Suivant. Le Mali est désormais la plaque tournante de la mode africaine. Cette 4e édition de Mali Mode Show a vu la participation des stylistes, designers et mannequins de renommée. Une rencontre qui promet l'ingéniosité de nos génies créateurs, les dignes héritiers de Feu Krissedou. Les Maliens ont volé la vedette de cette soirée en toile de fond des tissus made in Mali. Il se cache cette initiative un homme. Il s'agit d'Ibrahim Guindo, connu sous le sobriquet Hakim, qui s'est frayé sur la sphère de la mode une place de choix. Nous pouvons dire que le pari de cette 4e édition est totalement réussi. On peut dire que c'est le défilé international du Mali Mode Show. Donc c'est pendant cette soirée du coup que les designers internationaux présentent leur collection. Cette année, nous avons eu l'honneur de recevoir beaucoup de renom de la mode africaine. C'est vraiment l'événement phare du Mali Mode Show pendant lequel nous invitons le public à oser le glamour. Un métier en plein essor avec des innovations, estiment certains ténors de la mode africaine qui saluent cette initiative, mais restent rébarbatifs face à l'écoulement de leurs produits. Je vois l'évolution de Mali Mode Show et je vois vraiment une nette amélioration. On n'a rien à envier aux autres en fait, côté événementiel. Maintenant, côté consommation, il faut que ça suive. Très très fier d'être ici à Bamako, une ville culturelle historique du continent africain. Et je remercie Hakim pour l'invitation. La jeunesse qui est très inspirée par nos racines, nos cultures, nos histoires et nos traditions. On utilise beaucoup le textile local. Avec une élégance tous azimuts, le passage remarqué des mannequins ont donné un éclat particulier à la soirée. Elles sont toutes joyeuses de participer au Mali Mode Show. C'est super, c'est excellent, plein de créativité, j'adore. Très très fière de participer dans ce genre d'événement et de savoir que c'est du 100% made in Mali, la plupart des créateurs, quoi. Ça se passe bien, le public est charmant, voilà, il y a le professionnalisme et tout. Il y a une évolution
par rapport à des années précédentes. Selon les amoureux de la mode, le Mali Mode Show gagne d'année en année une certaine notoriété et occupe du coup une place de choix en Afrique. Culture, toujours. Les manuscrits anciens du Mali sont des œuvres de valeur inestimable. La chronique Culture et Société de ce jour s'intéresse à la thématique, précisément à leur accès à travers l'éducation nationale. Sur la question, Alpha Maïga a rencontré le docteur Mohamed Diagaïté, directeur général de l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Suivons son reportage. Les manuscrits anciens du Mali constituent un support de nos réalités socio-culturelles. Pour un accès aux manuscrits, l'éducation nationale est un créneau important à saisir. Et sur le sujet, la bonne conservation de ces documents est nécessaire. Le gouvernement malien, en 1970, a créé l'Institut et l'a inauguré en 1973. Et on l'appelait à ce moment Centre d'études et de recherche Ahmed Baba. Mais en 1999, le centre est devenu Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Les missions sont entre autres collecter des manuscrits anciens, conserver ces manuscrits anciens, exploiter scientifiquement les contenus de ces manuscrits et aussi l'enseignement axé sur le manuscrit. Ainsi, l'humanité entière doit tirer profit de cet important trésor culturel, d'une part, et le meilleur espace de savoir demeure l'école, l'éducation nationale, garant de l'accès aux chercheurs, aux scientifiques et aux universitaires, d'autre part. L'objectif que nous visons réellement, parce que ceux qui ont écrit ces manuscrits, nuit et jour, ils n'ont pas écrit ces manuscrits pour qu'ils dorment dans des cantines ou bien qu'ils restent dans les bibliothèques sans qu'il ne soit étudié. Et aussi, le manuscrit ne doit pas être exclusivement aux intellectuels seulement. Il faut que les contenus soient partagés par tous les Maliens et par tout le monde. La vision que nous avons, c'est d'être un leadership dans les domaines de conservation, d'exploitation des manuscrits, non seulement en Afrique noire, mais aussi dans le monde entier. Les manuscrits anciens du Mali renferment de nombreux enseignements et des valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer pour définir notre identité, construire le vivre ensemble, la paix et le développement. Sur tout ce qui nous concerne, il y a 3 domaines qu'il faut s'intéresser. Plus des manuscrits historiques, par exemple Tariq el-Fattash, Tariq el-Soudan et Tazkirat Tunisian, il faut aussi consulter ce que nous appelons dans notre jargon al-ijazat, c'est-à-dire les licences, les fatawa, opinions juridiques, et les correspondances. Parce que dans ces documents, nous avons vraiment des citations, des descriptions des endroits et quelquefois de vente, des prix de l'or, des esclaves. Les manuscrits anciens du Mali traitent plusieurs disciplines, des mathématiques en passant par la philosophie, la grammaire et la théologie. Donc Ahmed Baba aussi a vécu une période agitée de notre histoire. Il s'agit de l'occupation marocaine de l'Empire Songhai en 1591. Il me plaît de dire qu'il était opposant, selon notre jargon d'aujourd'hui, parce qu'il a dit pourquoi vous êtes musulmans, nous sommes musulmans, vous venez nous occuper. Alors cette protestation l'a conduit ainsi que plus de 70 savants, des membres de sa famille, ainsi que d'autres érudits de Tombouctou, qu'ils soient exilés au Maroc. Il faut qu'on comprenne, qu'on connaisse notre histoire. On ne peut pas connaître notre histoire sans retourner aux manuscrits, vraiment. Les manuscrits sont d'une valeur estimable. D'ici là, à quand leur traduction dans nos langues nationales? Je l'avais annoncé, vous le savez, hier samedi, la journée nationale des légitimités traditionnelles a été célébrée partout au Mali. Ensemble, suivons comment la journée a été commémorée dans les régions de Koulikoro, Douanza, Nara, Koutiala et Nyoro. Les légitimités traditionnelles sont célébrées depuis le 11 novembre 2022, selon un décret du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Ce décret présidentiel restitue aux chefs coutumiers leur place dans la société malienne, c'est-à-dire à être le socle de l'équilibre de leur communauté. Cette deuxième édition traite du thème « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits ». Les autorités coutumières de Koulikoro affirment se retrouver dans ce thème. On pensait être oubliés, mais ils ont dépoussiéré. Effectivement, la tasse était un peu incliné, mais ça s'est redressé grâce
au pouvoir de la transition de mettre les autorités traditionnelles à leur place réelle. La célébration de cette journée a été saisie par le chef de l'exécutif régional pour rappeler le rôle combien important des autorités coutumières dans la restauration de nos valeurs sociétales pour une meilleure gouvernance à la base. Les légitimités traditionnelles constituent une institution de la société malienne. Elles ont mis en place des mécanismes basés sur les pratiques et les traditions afin de maintenir la cohésion sociale, prévenir et gérer les conflits et promouvoir la paix. Aucune paix sociale ne serait possible sans l'implication des légitimités traditionnelles, estime le gouverneur des régions. Selon lui, elles sont essentielles pour prévenir et étouffer les éventuels conflits qui puissent naître entre les communautés. Lors de cette journée, les légitimités traditionnelles qui ont pris la parole ont signalé leur bonne collaboration avec les représentants de l'administration. Elles ont d'ailleurs salué les séances de restitution trimestrielles instaurées par le gouverneur Sanogo concernant les grandes décisions de la nation. Les chefs de village et de quartiers de la région de Koutiala, vêtus de façon inhabituelle, sont venus nombreux à l'édition 2023 de la journée qui leur est dédiée. Une journée nationale des légitimités traditionnelles sous l'égide du chef de l'exécutif régional qui est empreinte d'invite à une gestion consensuelle des conflits. Le gouverneur nous a dit de tout faire pour ne pas venir chez eux. De faire tout dans le vestibule. De se comprendre, de s'entendre et trouver la solution là-bas. On peut le faire, c'est très bien possible. Le thème de cette année intitulé « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits » a été exposé par des conférenciers orfèvres en la matière. Tous s'accordent à dire, comme le gouverneur, que les légitimités traditionnelles constituent l'une des composantes essentielles de la société malienne, en ce sens qu'elles peuvent et doivent gérer certains conflits à leur niveau. La région de Koutiala regorge un riche patrimoine immatériel sur les mécanismes de gestion et de prévention des conflits. Ces mécanismes ont permis d'éviter des conflits de grande ampleur et de pacifier les relations sociétales. Actuellement, la considération des légitimités traditionnelles par les tenants du pouvoir permet de renforcer les liens sociaux afin de prévenir et régler les conflits intra- et intercommunautaires. Sur instruction du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il a fait instituer des cadres d'échange entre les représentants de l'État et les légitimités traditionnelles qui se tiennent régulièrement et qui sont le lieu de discussion et d'information sur les questions relatives à la cohésion et à la mobilisation sociale, à la prévention des conflits, à l'apaisement du climat social et la mobilisation des populations sur les grandes décisions prises par les plus hautes autorités de la transition. La place et le rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits, c'est le thème d'une conférence qui réunit les légitimités traditionnelles et coutumières ainsi que religieuses venues des villages de Nara. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 10e édition de la Journée nationale dédiée à leur nom, une journée célébrée le 11 novembre de chaque année. Tout ce qui a été dit aujourd'hui sur le travail des chefs de village, on a très bien compris. Parce que le chef de village et ses conseillers sont les premières personnes à résoudre les conflits dans le village. À bâton rompu, le conférencier Ousmane Keïta, préfet adjoint, a édifié les participants sur le système de justice traditionnelle dans la prévention et le règlement des conflits, les mécanismes de justice coutumière et les dispositifs judiciaires officiels établis au niveau national pour faire face à la dynamique des conflits observés. C'est un devoir de reconnaissance que les autorités ont entamé depuis l'année dernière et c'est cette reconnaissance qu'il va falloir davantage appuyer, continuer à soutenir jusqu'à ce qu'ils soient mis dans leur bon droit. Leur apport dans la stabilité du pays est sans doute d'une grande contribution dans les vastes chantiers de la paix et de la réconciliation entrepris par les autorités de la transition qui entendent ainsi tirer les meilleurs profits de ces anciens disposant des ressources intarissables de savoir et de gestion des conflits. Le maire de Nara, Boubacar Koulibaly, a salué cette initiative des autorités du pays qui vient contribuer au renforcement de la paix et de vivre ensemble. À Nioro, les légitimités traditionnelles déterminées à soutenir la transition et les efforts du chef de l'État ont choisi les terrains scolaires du quartier Caïmé pour la célébration de la journée historique du 11 novembre. Ils étaient pour la circonstance plusieurs centaines de chefs de village et de quartier
d'autorités politiques administratives ainsi que des représentants d'organisations de la société civile venus des 6 cercles de la région à braver le soleil pour donner à la journée tout son sens. Nous, légitimités traditionnelles, nous engageons à conjuguer nos efforts pour la sécurisation et le développement de la région de Nioro. Notre rôle de mobilisateur ne fera pas défaut. Nous apprécions à sa juste valeur la montée en puissance de nos vaillantes forces et de défense de sécurité que nous soutenons et encourageons. Nous réitérons certaines de nos doléances en dépit des difficultés que connaît le pays, notamment l'octroi des indemnités aux autorités traditionnelles pour la gestion des affaires courantes. L'implication de nos légitimités traditionnelles demeure une alternative possible pour aider l'État à améliorer sa gouvernance et raffermir les acquis engrangés depuis le début de la transition. Je me réjouis de cet engagement qui a toujours été constant dans notre région sous l'égide de nos guides spirituels et religieux. Aussi voudrais-je en appeler au sens patriotique de chacun et de chacune à accompagner leur implication dans la régulation et la stabilité sociale au sein de nos communautés. L'ensemble des légitimités traditionnelles de la région de Nioro s'engage à valoriser leurs fonctions et à maintenir l'équilibre social dans la communauté. Maintenant, c'est à nous de prendre encore nos responsabilités une fois de plus pour venir à bien et accomplir notre mission. C'est une mission qu'il nous a donnée. Cette mission, on ne doit pas les décevoir. Elles ont enfin remis une dizaine d'attestations aux personnalités de la région pour leur accompagnement et leur soutien. Sideratou Sissi, bonsoir. Bonsoir, salut Matanda. Et nous allons commencer cette page sport par le championnat national de Ligue 1. Fin cet après-midi de la 3e journée. Oui, le Djoliba AC s'est imposé 3-1 face à Binga FC. Les Rouges sont 4e avec 6 points à 1 point du tiro de tête. Stade Malien de Bamako, COB et AS Rayad. L'AS Black Star de Badalabougou bat l'Union sportive du Sac de Kita 1-0. Court succès 1-0 de l'équipe de 11 créateurs de Nyarela devant l'USFAS. On attend avec impatience la programmation de la 4e journée de Ligue 1. Coupe du monde des cadets Indonésie 2023. Le Mali affrontera demain lundi l'Espagne dans un choc très attendu pour la première place du groupe B. C'est le gâteau. Tout à fait. Fort de leur victoire 3-0 sur l'Ouzbékistan et le Canada 2-0, le Mali et l'Espagne vont se livrer une bataille sans merci. En jeu, la première place du groupe B et le ticket des 8e de finale dès ce lundi. La concentration est maximale dans le nid des Aiglonnais du Mali. Nos envois spéciaux en Indonésie sont Koyi Sibi et Sidi Modibo Dembélé. Ce duel Mali-Espagne est celui des deux favoris du groupe. L'enjeu, c'est bien la qualification pour la 8e de finale. Du coup, la 3e et dernière rencontre de poule sera une formalité. Maliens et Espagnols abordent ce match en confiance, les deux équipes ayant gagné avec une certaine marge lors de leur première sortie. Les Aiglonnais auront en face ce lundi un adversaire d'un autre calibre que l'Ouzbékistan battu 3-0. Même si l'Espagne est connue dans le football des jeunes, avec la Masia barcelonaise qui compte quelques éléments dans l'équipe, le Mali ne part pas en victime expiatoire, loin s'en faut. Le groupe Mali s'est construit depuis la Coupe IFOA des Nations en Mauritanie, ensuite à la phase finale de la CAN, et ambitionne de prendre une revanche sur sa 4e place en Algérie qu'il considère comme une ratée. Cela passe par convaincre face aux favoris comme l'Espagne. C'est une catégorie de jeunes et puis voilà, les jeunes vont profiter. C'est les U17 de l'Espagne aussi. Bon, nous aussi, on est U17 du Mali, on a gagné tous nos premiers matchs. Et puis voilà, le deuxième match, ça se jouera aussi à fond. Et puis voilà, bon, on n'est pas loin de l'Espagne aussi, techniquement, physiquement, on est plus fort. Et puis voilà, on va profiter de notre intensité pour gagner ce match. Les jeunes joueurs sont impatients d'en découdre avec l'Espagne et sont surtout sûrs de leurs possibilités. La clé pour nous, c'est juste de travailler, écouter le conseil du coach et puis donner à 100%, donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, la confrontation, c'est demain sur le terrain, tout va se passer, Inch'Allah. Et j'espère que le Mali va gagner le match. Contre l'Espagne, comme adversaire, les Aiglonnais doivent être non seulement solides derrière, mais aussi opportunistes et lucides devant. Mali-Espagne,
C'est à partir de 16h locales, soit 9h heure de Bamako. Le Mali a une revanche à prendre sur l'Espagne. Souvenez-vous, en 2017, les Espagnols avaient éliminé le Mali en demi-finale 3-1. 6 ans plus tard, les retrouvailles s'annoncent épiques. Cette annonce, avec votre permission, Salimata Ndao, en raison de la diffusion du match Espagne-Mali de la Coupe du Monde des cadets, votre émission matinale Aoubedi de la semaine du 13 au 16 novembre 2023 ne vous sera pas proposée. La direction générale de l'ORTM s'est comptée sur votre compréhension. Merci, Sidagatou. Je vous en prie. Cette annonce également à suivre après dans nos programmes ce soir. Question d'actualité sur la recherche et l'innovation technologique, le point de la recherche, les avancées et le défi du financement du secteur. Un débat animé par Sira Bachili. Page noire, Mamadou Kouli Keïta, journaliste et réalisateur à la retraite, nous a quittés hier à l'âge de 71 ans. Il a travaillé à l'URTM pendant 40 ans. Ces obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Youssouf Diakité. Après de loyaux services rendus à l'ORTM pendant près de 40 ans, Mamadou Kouli Keïta a tiré sa révérence ce dimanche 12 novembre 2023 à l'âge de 71 ans. Journaliste, réalisateur, producteur, j'en passe, il laisse derrière lui un monde de professionnels inconsolables, une femme et des enfants. Kouli était un expert qui a apporté beaucoup à la télévision nationale, un expert qui a à l'Organisation internationale de la francophonie, la commission qui était chargée, commission de 7 personnes, qui était chargée d'attribuer des fonds de production audiovisuelle. Il a siégé pendant 3 ans, 2 fois de suite. Il a fait 2 mandats. C'est eux qui donnaient l'argent à presque tous les Africains qui postulaient pour ces fonds-là, fonds de production cinématographique. Donc pour la TM2, qu'on a hors TM2 maintenant, pour la confection et l'idée, il a beaucoup apporté aussi au cinéma. Bon, c'est difficile de parler de quelqu'un qui a donné toute sa vie à l'audiovisuel. Kouli Keïta était un talent. Vous savez, le talent, ça ne se recrute pas au marché, on ne peut pas l'acheter, c'est Dieu qui donne. Il était un talent. Et je crois que notre pays aujourd'hui, c'est vraiment une énorme perte. Son travail milite en sa faveur. Ce qu'il a fait, il suffit de regarder le travail que Kouli a fait dans le cadre de sa profession. Surtout les clips. Je parle des clips parce que je sais que les Maliens ont déjà vu à travers le monde. Kouli a été le premier réalisateur télé au Mali à recevoir des prix internationaux. Et les téléspectateurs du monde entier ont apprécié la musique des stars comme Oumou Sangaré, comme Habib Kouité, comme Idrissa Soumaoro. C'est à travers ces clips que les gens ont pu apprécier la musique de ces gens-là. Parce que ce n'est pas le playback qu'il faisait, il faisait les clips, c'est la création artistique. Et tout le monde ne peut pas être un créateur artistique. Je retiens de lui que c'était un homme de référence. Référence parce qu'il était très honnête. Le bien d'autrui était sacré pour lui. Très honnête. Référence parce qu'il était un travailleur. Il aimait le travail bien fait. Surtout excellemment bien fait. Et c'était très difficile de le faire plaisir dans le travail, tellement il était exigeant. C'est un homme bien qu'on vient de perdre. Vraiment, aujourd'hui, on ne peut que prier, encore prier, demander à tout le monde de prier pour son âme. Il le mérite. C'est un homme parfait, correct, sincère. Des amis, des collaborateurs, bref, le monde de la communication en particulier et de l'art en général avait fait le déplacement pour présenter les condoléances d'une part et prier pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Dors en paix, Mamadou Kouli Keïta. Voilà, ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Ainsi prend fin cette édition. Merci à tous, que Dieu bénisse le Mali et ramène la paix au Mali. Bonsoir.